Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir ici à l'invitation du Cercle Intermills, entre autres, et de la SBL Changeons Demain. On aura l'occasion de la présenter d'ici quelques instants. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette conférence débat avec Paul Jorion qui nous a rejoint ce soir. Je vais tout de suite céder la parole à Luc Dutilleux en tant que président du Cercle Intermills pour le mot de bienvenue. Merci Manu. Un tout petit mot, je vous rassure. Donc, mesdames et messieurs les bourgmestres et échevins, mesdames et messieurs les représentants des divers clubs, groupements citoyens, associations ou cercles d'entrepreneurs engagés dans la transition ou transformation écologique et économique ou sociale, enfin plutôt et sociale de notre belle région. Mesdames et messieurs, c'est encore une fois un grand honneur pour notre Cercle Intermills de vous recevoir ici ce soir. Notre cercle a pour objectif de mettre en réseau les citoyens, les acteurs économiques, politiques et associatifs. Pour favoriser la transition et réaliser son objet, le Cercle Intermills ambitionne aussi de mettre en place une nouvelle approche de développement territorial en mettant autour de la table des représentants des citoyens, des élus, des entreprises et du secteur associatif afin de porter des projets concrets résolument engagés dans la transition. Le Cercle Intermills était à l'initiative du futur Forum citoyen des 20, 21, 22 septembre. Dès lors, ce sont non loin de 20 associations, dont le Cercle, qui se regroupe dans l'ASBL Changeons Demain. Elles ont repris la main pour organiser cette soirée, et je les en remercie, et l'organisation de ce forum. Cette ASBL a pour ambition de proposer une série d'actions bien au-delà du forum pour les années à venir. Et maintenant, place à un premier événement introductif à ce forum. Changeons Demain a vraiment voulu marquer le coup en invitant un hôte de renommée internationale. Je salue vivement la présence de monsieur le professeur Paul Jorion, professeur d'éthique et de transhumanisme à l'Université de Lille, anthropologue, économiste, sociologue et chercheur en intelligence artificielle, rien que ça, qui va vous parler du questionnement sur l'avenir de notre société sous le titre très évocateur « Faut-il déclarer l'urgence pour le genre humain ?» La soirée débat sera animée par Manu Evans de Vedia. Je vais passer maintenant tout de suite la parole à Marie-Hermann de la Grande Maison et à Nifé Catalokai. J'y arrive? Oui, pardon. De Couleur Café, qui vont vous expliquer le déroulement de cette conférence débat exceptionnelle. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir. Voilà, ceci est un premier événement organisé par le groupe ouvert Changeons Demain. Ah, il fonctionne aussi. Voilà. Alors, on a voulu commencer sur des bases solides et on a misé sur la magie de la transparence. Je les sens tous intrigués. L'organisation de cette soirée conférence débat a un coût. Tout est détaillé sur le panneau. Voilà, la magie s'envole déjà, puisqu'on était en train de parler d'argent. Ah oui, évidemment. Et donc... Tourne-le quand même. Voilà, je le tourne quand même. Voilà, chapeau. Voilà, il y a quand même un côté magique. Hein. Il y a un chapeau. Hein, on reste quand même un petit peu dans de la magie. Mais ce qu'on va mettre dans la boîte, c'est entre autres pour permettre l'organisation d'aujourd'hui, mais aussi et surtout, M. Dutilleux en a parlé, le forum du mois de septembre, les 21, 22 et 23 septembre. Voilà, je sens qu'on les sort de plus en plus intrigués, Marie. Oui. Forum auquel vous êtes nombreux à participer parmi les gens qui sont là ce soir. C'est sympa d'être venus. Merci. Voilà, mais on va revenir sur la dure réalité, hein, les gars. C'est bien beau de parler de choses, mais là, il faudra quand même mettre quelque chose dans la boîte. Un prix libre, c'est participer selon vos moyens, selon votre plaisir à passer cette soirée avec nous, selon votre souhait de voir ce projet avancer.
Si vous participez financièrement, si vous laissez quelque chose dans le chapeau, ça veut dire que vous soutenez le projet de création d'une nouvelle économie locale. Ça veut dire aussi que vous souhaitez contribuer, percoler, infuser vous-même dans ce changement. Et si vous en êtes là, vous pourrez peut-être aussi passer à autre chose. Et en fait, on est vraiment convaincu que vous n'allez pas vous satisfaire de remplir le chapeau, que vous voudrez vous investir autrement ou différemment ou encore plus, c'est-à-dire participer avec nous à des réunions, avoir le privilège de porter un super badge, entre autres, d'amener vos idées, ou on a aussi besoin de bras des fois pour organiser des événements. Donc il n'y a pas que la boîte, il y a différentes manières de participer. Alors, Anifé, c'est quoi ce groupe ouvert ? Alors, ce groupe ouvert, on en a déjà un petit peu parlé. C'est un groupe de personnes qui viennent d'horizons totalement différents. Classique, il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des gens qui représentent le secteur associatif, il y a des gens qui représentent le secteur économique, parfois, il y a des gens qui représentent le secteur culturel. C'est vraiment un côté assez innovant, de gens qui viennent avec d'horizons fort différents, donc avec des valeurs fort différentes. C'est un groupe improbable de personnes, parfois détonnant, souvent explosif. Ça leur donne envie de venir. Hein. Oui, c'est un peu comme des aveugles qui voient un éléphant pour la première fois et qui doivent se l'imaginer tout entier juste en le touchant. Voilà. Alors, je ne vais pas me permettre de représenter toutes les personnes du groupe qui touchent l'éléphant, mais on va s'imaginer une première personne aveugle qui voit, entre guillemets, l'éléphant pour la première fois. Mais le premier, il touche la trompe de l'éléphant, l'autre de l'autre côté, il touche l'oreille, et un autre touche une patte. On peut s'imaginer ce que doivent se dire les trois aveugles. Le premier, la patte, c'est comme un tronc d'arbre un peu mou. Celui qui a palpé l'oreille, il doit se dire, c'est quelque chose de grand, de léger. Celui qui palpe la trompe, je vous laisse imaginer, je n'oserais pas imaginer, mais il s'imagine aussi des choses. Et les trois types en parlent et confrontent leur compréhension personnelle. Ils ne sont pas d'accord, mais ils n'abandonnent pas. Et ensemble, ils vont parvenir à une compréhension complète de l'éléphant pour pouvoir parvenir à déterminer une représentation plus globale de l'animal. Voilà, ça, on a vraiment une vision bien claire de la chose. Donc, c'est des individus qui sont prêts à se lancer un défi. Il faut oser palper, toucher. On ne sait pas très bien ce que c'est. On se l'imagine. Voilà, on se l'imagine, on a peut-être déjà touché un petit peu. Et là, donc, actuellement, c'est un groupe de personnes qui se réunit tous les 15 jours pour les très assidus. On est vraiment dans une dynamique, on participe au rythme dont on peut. Et là, on a bien vu que je touche la trompe, que je touche la patte. Je viens en tout cas avec une histoire, des valeurs, une représentation différente. On est vraiment différents, des personnalités différentes, des rythmes différents. Il y a une chose qui nous lie, c'est notre volonté de confronter nos différents points de vue, notre volonté d'oser organiser des rencontres, des espaces citoyens, parce que plus que jamais, comprendre le monde qui nous entoure est une priorité pour chaque citoyen. Alors voilà, d'un point de vue pratique, la soirée va se passer comme ça. On va céder la parole à Paul Jorion. Ensuite, vous aurez le temps de sa conférence pour préparer vos questions. On récupérera les questions après la conférence dans les couloirs. Et ensuite, on passera aux questions-réponses avec des questions tirées au sort. Et ensuite, on termine avec les tables débat tout en prenant un verre au bar. Mais on vous invite vraiment à nous rejoindre tout simplement pour changer demain et pour passer aussi une bonne soirée. Voilà. Je la laisse là, symboliquement, je la laisse là. Merci Anifé, merci Marie pour cet accueil. Un petit détail pratique et non des moindres, je vous demanderai, si ce n'est déjà fait, je n'en doute pas, de couper s'il vous plaît vos GSM ou de les mettre en mode avion pour une plus grande clarté de la soirée et la meilleure audition possible. Donc merci de vérifier cela tout de suite. Vous présentez Paul Jorion, Luc Dutilleux l'a fait il y a quelques instants. Et avant de lui céder la parole, j'ai envie de donner une image du conférencier de ce soir qui vous est peut-être
inconnu. Il n'est pas qu'anthropologue, il n'est pas que psychanalyste, il n'est pas que sociologue, il n'est pas qu'essayiste. Il est aussi écrivain, romancier. Et j'en profite également pour vous annoncer que Paul Jorion a écrit dernièrement un premier ouvrage romancé, Mes vacances à Morro Bay. Morro Bay, c'est une ville de Californie d'ailleurs où Paul Jorion a vécu. Et ce livre pourrait, et peut-être qu'il en dira un mot tout à l'heure, s'il le souhaite, mais ce livre pourrait recevoir un prix d'ici peu. C'est une face cachée peut-être du conférencier de ce soir. Une autre face cachée de Paul Jorion, eh bien oui, Paul Jorion a été pêcheur. Il a pêché pendant 18 mois dans les eaux de Bretagne. Sans doute que lors de son laïus tout à l'heure, il aura l'occasion peut-être d'une manière subtile ou pas d'évoquer ce trait d'histoire qui est la sienne. Mais c'est surtout Paul Jorion, un généraliste, c'est comme cela qu'il se définit. Un anthropologue, oui, mais un généraliste qui prend de la hauteur par rapport à la réflexion qu'il se fait sur le genre humain. Et c'est de cela qu'il va discuter avec vous très certainement lors de sa conférence et lors des questions qui viendront de votre initiative via les petits bouts de papier qu'on vous a présentés tout à l'heure. Je lui cède directement la parole. Paul Jorion, je vous invite à nous rejoindre. Merci, et merci d'être nombreux. Il y avait un peu d'interrogation du côté des organisateurs et organisatrices avec qui j'ai bavardé un petit peu avant d'arriver ici. Et voilà, je crois que les inquiétudes sont dissipées. Merci d'être là. C'est Souchon qui dit si vous n'étiez pas là, ce serait très différent pour moi. Et je peux répéter ça ce soir. Je suis effectivement de formation anthropologue et on en parlait aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue ou une anthropologue? C'est quelqu'un qui, de manière traditionnelle, allait observer des sociétés qui n'étaient pas des sociétés occidentales, des sociétés de type traditionnel, comme on disait. Il y avait des termes, je dirais, un peu plus péjoratifs, des sociétés primitives, des sociétés sauvages, des sociétés de petite taille dans lesquelles il n'avait pas de sens de dire je vais aller là et uniquement m'intéresser à la religion de ces gens-là ou uniquement à leur économie, uniquement à tel ou tel aspect de leur activité économique ou de leur famille. Non, dans ces sociétés, il était évident que tout allait ensemble, qu'il était très difficile de distinguer l'organisation même de la société de sa religion et des choses de cet ordre-là. Ce que l'anthropologue ne faisait pas quand il revenait et qu'il faisait un rapport sur ce qu'il avait vu, il ne disait pas voilà, j'ai vécu un certain nombre de mois ou d'années chez ces personnes et je vais vous expliquer qu'il est essentiel pour eux de trouver de l'oxygène dans l'atmosphère autour d'eux, dans l'air qu'ils respirent, qu'il est important aussi qu'il n'y ait pas des gaz toxiques. Il est important aussi qu'ils aient accès à un liquide qui s'appelle l'eau et que cette eau soit considérée par eux comme potable parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ingrédients dedans qui les empoisonneraient, que ces gens aussi aient accès à ce qu'on appelle des aliments assimilables, des choses qu'ils peuvent manger, etc. Pourquoi est-ce que l'anthropologue ne commençait pas ses rapports de cette manière-là? Bien entendu, parce que ça s'applique à lui aussi, cela va de soi pour les êtres humains. Ce que l'anthropologue ne faisait pas non plus, c'est de dire j'ai parlé à ces gens et c'est très curieux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient des intentions de faire ceci ou cela dans leur vie et puis qu'en fait leur projet avait été détourné parce qu'ils avaient rencontré une jeune fille qui leur plaisait beaucoup ou un jeune homme qui leur plaisait beaucoup et que finalement les plans ont dû être adaptés et il y a eu des enfants et certains de ces enfants sont venus au moment qui était espéré, d'autres non, etc. Pourquoi l'anthropologue ne parle pas de ça non plus? Bien entendu, parce que ça se passe chez lui exactement de la même manière. Ce sont des choses de l'ordre de l'universel. Et ces choses-là, il n'y a personne, jusqu'ici, jusqu'à récemment, personne n'écrivait des livres là-dessus, sur ce que je viens de vous dire. Tout ça allait de soi. Nous étions le monde autour de nous. Qui nous étions, c'était de l'ordre de l'évidence. Pourquoi est-ce que nous commençons à y réfléchir là-dessus? Pourquoi est-ce que nous prenons sur nous-mêmes un point de vue qui n'est plus celui d'un anthropologue, mais celui d'un anthropologue extraterrestre qui n'aurait pas besoin, lui, par exemple, d'oxygène dans l'atmosphère?
parce qu'une question se pose pour nous, et c'est ce que les biologistes appellent la capacité de charge de l'environnement d'une espèce, c'est la capacité pour l'environnement autour de cette espèce de pouvoir soutenir la population qui est là. Et vous le savez, parfois les espèces disparaissent parce que la capacité de charge a changé. Vous le savez, les dinosaures, sauf ce qu'on appelle les dinosaures aviens, c'est-à-dire ceux qui sont devenus les oiseaux, les gros dinosaures ont disparu à la suite d'un changement de l'atmosphère autour d'eux, probablement par l'arrivée d'une météorite géante de l'ordre de, je m'en souvenir, de l'ordre d'1 kilomètre de longueur, qui a provoqué un hiver qui s'est prolongé, qui a détruit la végétation, qui a fait disparaître ces gros animaux. Nous devons nous poser des questions de ce type-là. Nous devons commencer par nous demander qui nous sommes et avoir une vision lucide de qui nous sommes et de poser la question à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer de notre espèce par rapport à cette capacité de charge de son environnement. Quand on nous dit qu'on atteint au mois d'août, pour l'ensemble de l'humanité, au mois de mai pour certains pays, la capacité de renouvellement de l'environnement autour de nous, c'est une manière de dire que nous sommes en train d'enfreindre justement cette capacité de charge de l'environnement par rapport à nous. Il y a, chez certaines espèces, il y a des mécanismes qui sont liés à cela. Par exemple, le turbo, le poisson, pond des œufs dont la quantité dépend de la densité des turbos dans l'environnement où ils se trouvent. Quand il y a beaucoup de turbos dans un endroit particulier, vous savez, c'est des animaux qui vivent sur le fond, à plat sur le fond, donc là, il y a une question de surface qui se pose. Eh bien, quand il y a beaucoup de turbos, les femelles turbos pondent peu d'œufs. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de fécondité lié à la densité. Nous n'avons pas ce genre de mécanisme chez nous. Il y a des choses qui sont en train de se passer, comme une baisse de la qualité du sperme et des machins comme ça, qui ont peut-être un rapport avec des choses de cet ordre-là, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. L'anthropologue extraterrestre, qu'est-ce qu'il dirait, à part ce que je viens de dire sur l'oxygène, l'eau potable, etc. Il prendrait les termes qu'un biologiste applique à tout l'ensemble des espèces chez nous. Il remarquerait d'abord une certaine chose qui nous paraît aussi évidente, c'est que l'espèce humaine survit par le renouvellement des individus. Les individus se reproduisent, disparaissent, et les individus qui ont été produits par la reproduction remplacent. La perpétuité de l'espèce est liée à la disparition des individus. On peut imaginer un autre type d'approche, et je crois que les amibes se perpétuent de manière, sont, si vous voulez, immortelles, dans la mesure où les amibes se scindent, et les amibes se reproduisent de cette manière-là, mais d'une certaine manière existent, si vous voulez, toujours. Nous faisons partie de la plupart des animaux où l'espèce survit par la disparition des individus. C'est une chose importante parce qu'elle limite d'une certaine manière notre perspective en tant qu'individu par rapport au sort de l'espèce. Nous n'avons pas à nous préoccuper jusqu'ici du sort de l'espèce. C'est en ayant des enfants que nous faisons notre part nous apportons notre quote-part à la perpétuité de l'espèce. De manière générale, quand on regarde les mammifères, les espèces de mammifères vivent de l'ordre de 2,5 millions d'années. Nous pouvons peut-être nous poser une question du fait que, effectivement, c'est le chiffre auquel nous sommes en train de parvenir. Les gens de ma génération sont tout à fait étonnés parce que quand ils étaient enfants, on leur présentait une représentation du monde, on leur offrait une représentation du monde où non seulement ce type de problème de perpétuité de l'espèce ne se posait pas, mais on avait l'impression qu'il y aurait une sorte de ce que le philosophe Kojève appelait la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y aurait des événements, il y aurait des camions qui renverseraient des gens au coin des rues, que ça arriverait toujours, mais d'une certaine manière, il y aurait de répétition du même. On arrivera à une sorte de plateau et l'espèce se perpétuerait de cette manière-là. Or, 72 ans plus tard, je suis dans un monde où je ne suis pas le seul à me poser des questions sur la manière dont nous allons continuer à vivre. Le fait que nous soyons mortels individuellement, d'une certaine manière, encourage une réflexion de type court-termiste, comme on dit, par rapport au reste.
Nous connaissons nos enfants, nous connaissons nos petits-enfants. Certains d'entre nous ont même la chance de connaître des arrière-petits-enfants. Mais nous ne pouvons pas nous projeter bien plus loin que cela. Mais quand on nous dit que certains chimistes en particulier nous disent qu'il y aura des problèmes très très sérieux d'ici 3 générations, 3 générations, voilà, on arrive aux arrière-petits-enfants. Que des questions vont se poser. Les questions, vous les connaissez, liées au réchauffement climatique. Il y a des tas d'endroits qui vont devenir invivables. Si vous avez suivi un petit peu ce qui est l'hiver pour nous et qui était l'été en Australie, vous avez pu voir ces cartes qui étaient les cartes de la température en Australie, où le continent entier était de couleur violette. Et vous imaginez bien le type de température que ça représente, c'est-à-dire des températures qui ne baissent pas en dessous de 40 degrés la nuit. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Si, nous pouvons introduire de la climatisation, des choses comme ça, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'humains, vivre de manière, je dirais, permanente dans des pays où la moyenne de la température sur l'année serait de l'ordre de 40 degrés. Nous ne pourrons pas le faire. Nous pouvons atteindre même des problèmes de thermorégulation de manière générale quand on arrive à des températures de ce type-là. Et si la progression de la température se fait comme elle se fait maintenant, c'est environ vers 2200 que le problème se poserait de cette manière-là. L'ensemble des mammifères ne pourraient plus vivre à la surface de la Terre, ne pourraient vivre que dans des terriers. Et nous, pour nous, on appellerait ça des bunkers, bien entendu, mais le problème se poserait dans ces termes-là. À des enfants des années 50, on disait le monde va continuer de cette manière-là, nous sortons d'une période horrible, mais nous allons atteindre rapidement un plafond de bonheur pour l'ensemble de l'humanité. En France, on appelle ça les 30 glorieuses. Notre réflexion est obligée d'être tout à fait différente. Le biologiste, nous, à part cette constatation sur le fait que les individus sont mortels et que donc ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, nous avons aussi un problème en tant qu'être humain, c'est que des dangers, dans les dangers, nous n'avons pas un sentiment spontané, intuitif de l'échelle. Et que les gens, vous le savez bien, les gens considéreront comme des choses assez équivalentes de lire dans le journal que 100 000 personnes ont été détruites par une explosion volcanique et le fait qu'il y ait eu, un chaton ou un chiot qui a été écrasé au coin de la rue. Nous n'avons pas un sentiment de facteur d'échelle de manière spontanée. Nous avons aussi une difficulté, c'est à nous représenter des dangers que nous n'avons jamais vus. Bon, quand on montre à un enfant petit, quand on lui montre un serpent qui s'enfile au bord de la route en disant si tu vois un truc comme ça qui vient près de toi, tu dois te faire très très attention. Alors l'enfant a vu un serpent et fera attention quand on verra un bâton au milieu du chemin à se demander si c'est pas un serpent qui se trouve là. Mais un danger du type l'extinction de l'humanité, c'est extrêmement difficile de se représenter. Les jeunes ont l'air de se représenter ça de manière plus spontanée. Ils se rendent compte que c'est un problème à eux et on voit, et là il y a un contraste bien entendu entre la classe politique qui est constituée de gens qui ont 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est bien possible. Les jeunes qui font la grève maintenant le vendredi de leur cours ont une sensation que le sentiment que ce problème, ça va être un problème à eux et que c'est déjà un problème à eux. Et là, il y a sans doute un signe d'espoir. Le problème qui va se poser, c'est comment articuler cette prise de conscience des très jeunes avec les décisions qui vont être prises. Là, il faut faire un pas, continuer à faire le pas en arrière et parler de 3 autres caractères qui sont propres à l'espèce humaine en tant qu'espèce animale. C'est une espèce que les biologistes appellent colonisatrice. C'est une espèce qu'on appelle les biologistes et les politologues et les sociologues appellent sociale, pour une bonne raison. Et c'est une espèce que les biologistes appellent opportuniste. Je vais dire quelques mots sur l'ensemble de ces termes. Colonisatrice, c'est parce que précisément le mécanisme de perpétuation, de survie de notre espèce est bien particulier et ce n'est pas celui des turbos que je mentionnais tout à l'heure, de mécanisme de la fécondation dépendante de la densité. C'est par la colonisation que nos espèces se perpétuent. Vous avez peut-être vu dans ces documentaires, ou vous avez lu des articles là-dessus, à une époque, on se posait la question, qu'est-ce que c'est que ces petits lemmings? Qu'est-ce que c'est les lemmings? Ce sont des campagnols, ce sont des petites souris qui vivent dans le cercle arctique. Et donc on a observé parfois se précipiter en masse
essayer de grimper sur des montagnes, essayer de traverser des rivières qui sont de largeur telle qu'il n'y a pas de sens véritablement rationnel pour ces tout petits animaux d'essayer de les traverser. Qu'est-ce que font les lemmings? C'est une espèce colonisatrice comme l'espèce humaine, comme les rats, comme d'autres espèces. C'est une espèce qui a tendance à envahir entièrement son environnement. Et quand est atteinte précisément la capacité de charge de cet environnement par rapport à eux, quand il commence à y avoir des disettes, quand il n'y a plus assez de ressources autour d'eux, ils se précipitent en masse dans une tentative qui n'est pas individuelle, qui est collective, d'essayer de trouver un autre environnement qui lui soit propice. Et dans le cas des lemmings, ils réussissent en général. La preuve, c'est qu'ils sont toujours là. C'est-à-dire qu'ils découvrent le col entre deux montagnes. Ils vont se trouver dans une vallée où il n'y avait pas encore de lemmings, ou bien il y avait des lemmings il y a très longtemps, mais ils ont disparu. Ils vont pouvoir traverser quelque part une rivière et se trouver de l'autre côté où il n'y a pas en ce moment même des lemmings. La stratégie de courir dans toutes les directions est une stratégie qui réussit. Pour que ça puisse réussir au niveau de l'espèce, pour que l'espèce se perpétue, il faut qu'on trouve toujours de nouveaux environnements. Quand nous parlons de l'être humain, nous savons, et le phénomène est relativement récent, que nous ayons envahi tous les endroits à la surface de la Terre où nous pouvons véritablement vivre. Vous savez, ça fait longtemps que nous habitons dans des endroits qui sont inhospitaliers, mais nous avons inventé le chauffage, nous avons inventé le vêtement qui nous permet une civilisation comme les Incas vivaient dans des villes qui étaient à 4000 mètres d'altitude. Les Esquimaux vivaient dans la zone glaciaire, circumpolaire. Nous avons envahi entièrement notre environnement et nous devenons extrêmement denses aux endroits où nous vivons. Il y a des villes. Il y avait en Chine déjà, avant Jésus-Christ, il y avait déjà, je crois, une ville qui avait 1 million d'habitants. Maintenant, c'est un phénomène qui est devenu commun dans l'ensemble du monde. Nous devenons très nombreux. C'est un problème à résoudre par rapport à la capacité de charge de notre espèce pour son environnement, et c'est lié à notre comportement de type colonisateur. Il y a un danger qui est lié à cette particularité même du fait que nous avons, en tout cas sur cette planète, envahi tous les environnements où nous pouvions vivre. Qu'est-ce qui nous reste comme autre environnement? Et c'est là qu'entre en jeu la science-fiction. Nous pouvons essayer d'aller coloniser d'autres planètes de notre système solaire. Aucune n'a l'air suffisamment accueillante pour que nous puissions y aller sans faire de la terraformation, comme on dit, c'est-à-dire à essayer de reconstruire une atmosphère qui nous permettrait de vivre là. Nous cherchons aussi ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes dans d'autres systèmes solaires. Mais pour aller jusque-là, c'est très très loin et nous ne sommes en tout cas pas prêts à le faire. Deux autres encore caractéristiques de notre espèce. Nous sommes une espèce sociale, c'est-à-dire que nous sommes comme les abeilles, par exemple, nous, les fourmis, nous vivons en communauté. Vous le savez que dans l'histoire de notre réflexion politique, Thomas Hobbes, en anglais d'abord, Jean-Jacques Rousseau ensuite, ont imaginé au XVIIe et au XVIIIe siècle que notre espèce n'est devenue sociale que par un contrat social, c'est-à-dire que nous vivions en bande indépendante, mais qu'un jour, nous avons été prêts à sacrifier une partie de notre liberté pour gagner en sécurité. Nous sommes assis autour d'une table et nous avons rédigé le contrat social que nous allions vivre ensemble, nous allions nous organiser. Ce sont des fables, bien entendu, même si elles imprègnent totalement notre pensée politique encore aujourd'hui, l'idée de ce contrat social. Aristote, il y a 2500 ans, a appelé l'espèce humaine zoon politikon, c'est-à-dire un animal qui vit en société. Ça lui paraissait tout à fait évident. Il a mis l'accent sur la philia. La philia, c'est l'amour, mais sur un aspect particulier de la philia, c'est la bonne volonté, la générosité dont nous faisons tous preuve à tout moment pour résoudre la plupart des problèmes par l'entraide, par la solidarité. Ça va de soi. Nous sortons des embouteillages simplement parce que l'un recule un peu pour permettre à l'autre de passer.
nous ne réfléchissons pas énormément à cela. Malheureusement, nous sommes dans une société où l'idéologie dominante met l'accent sur un autre aspect qui existe aussi, c'est l'esprit de compétition, et qui nous dit que notre société vit essentiellement par l'esprit de compétition, au lieu de dire qu'elle vit essentiellement par la solidarité et l'entraide. Et là, je me suis amusé, dans le monde de la finance, où j'ai travaillé pendant 18 ans, à relever l'ensemble des cas de filia que je constatais, que parmi même les requins, les pires requins, c'est l'entraide et la solidarité qui fait fonctionner les choses, même quand il s'agit de tricher avec la loi. On a parlé de l'affaire du Libor récemment. Eh bien, dans ce monde de requins, de gens qui ne vivent que par la rivalité et la compétition, la compétitivité, qu'est-ce que c'est l'affaire du Libor? C'est le fait que l'ensemble des traders dans les plus grandes banques se sont mis d'accord entre eux, toute concurrence mise entre parenthèses, pour tricher en se mettant d'accord sur les chiffres qui allaient être communiqués. Un exemple que j'avais vu aussi, c'était dans un livre d'entretien avec les grandes vedettes des traders dans les années 80. Et là aussi, il n'est pas difficile de souligner le fait que ces grands traders agissent comme tout le monde, par la solidarité, par l'entraide dans la plupart des cas, et que ce n'est pas la rivalité qui fait fonctionner les choses. On nous vend la rivalité, vous le savez, la compétition, pour dire que ça fait baisser les prix. Bien que depuis 200 ans, on n'a jamais connu d'exemple où ça faisait baisser les prix. Au contraire, comme l'entraide joue entre les compétiteurs, ils se mettent d'accord sur les prix qu'on va fixer et on va les fixer plus haut. Alors, mettre totalement entre parenthèses la manière dont nous fonctionnons vraiment, on ne comprend pas comment vont les choses. Dernier aspect auquel le biologiste s'intéresse, nous sommes une espèce opportuniste. Et le terme utilisé là par les biologistes doit s'entendre d'une manière tout à fait particulière. Opportuniste au sens où nous ne laissons pas arrêter par l'obstacle, nous développons de nouvelles stratégies devant l'obstacle. Pourquoi est-ce que nous avons utilisé les rats pour des expériences de psychologie, les faire courir dans des labyrinthes? C'est parce que le rat qui se trouve dans un labyrinthe à un endroit où il ne peut pas avancer, il repart en arrière et essaie de trouver une autre solution. Nous sommes comme cela, nous avons devant l'obstacle, nous ne résistons pas, nous trouvons d'autres moyens de sauter l'obstacle, nous pensons à de nouvelles stratégies. Alors, ces trois aspects, espèce colonisatrice, qui est un aspect, je dirais, tout à fait, une dimension tout à fait automatique. Nous nous reproduisons sans nous concerter, ça se fait automatiquement. Mais nous avons deux autres capacités. Nous pouvons nous asseoir ensemble autour d'une table, même si ce n'est pas pour inventer le contrat social. Et nous sommes opportunistes, nous pouvons réfléchir à des solutions, à des problèmes qui se posent. Deux dimensions qui vont en sens inverse et qui maintenant vont se trouver en situation très difficile. Il faut que cette capacité d'être à la fois sociale et opportuniste, de trouver des solutions à nos problèmes, vainque la difficulté qui est le fait que nous achoppons sur la capacité de charge de notre espèce. Et que, d'après ces calculs, d'après ces chiffres qui nous sont donnés, le danger se précise. On parle de 2 générations, 3 générations, avant que le problème se pose énormément. Et vous le savez, il y a, par rapport à l'environnement, nous détruisons les ressources autour de nous, de manière parfois non recyclable, et donc des ressources peuvent être perdues apparemment à jamais. Nous amassons des déchets, nous produisons de l'électricité par la technique nucléaire sans avoir encore la notion de comment nous allons traiter ces déchets sur le long terme. Nous transmettons à nos enfants, nos petits-enfants, dont nous considérons à juste titre qu'ils seront des génies, mais de résoudre les problèmes que nous n'avons pas résolus aujourd'hui. Comment faire dans cet environnement? Voilà un peu la donne du problème. Maintenant, tournons-nous vers la manière dont on pourrait essayer de résoudre cela et les difficultés que cela pose. Par rapport au comportement colonisateur, nous avons malheureusement, à mon sens, un système économique qui va dans la mauvaise direction. Il s'est adapté à ce comportement colonisateur, il va dans le sens du poil de ce système et il ne connaît pas, je dirais, de véritables freins par rapport aux problèmes que ça pose. Notre système capitaliste est un système à la fois prédateur, destructeur de ressources et qui encourage à la destruction de l'environnement autour de nous. Alors il faut dire un peu davantage là-dessus.
J'ai souvent des difficultés avec des auditoires qui me disent oui, mais le capitalisme, ça a toujours existé, c'est dans la nature humaine, etc. Là, je crois qu'on n'est pas d'accord sur la définition du terme lui-même. Je m'aperçois en creusant les gens qui disent ça a toujours existé, et ils pensent à un aspect bien particulier. C'est la constitution de réserves, la constitution d'une épargne. L'aspect du mammifère que nous sommes, qui correspond à celui de l'écureuil, qui constitue des réserves de noisettes ou de glands. On me dit, ça c'est dans la nature humaine, on a toujours fait ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Et l'invention de grenier fait probablement partie des premières fois où nous avons véritablement réfléchi à des problèmes et à nous faire une représentation du problème et essayer de trouver une solution. Bien entendu, ça c'est dans la nature humaine. Mais ça, quand on dit que cette ressource, ce tas de glands ou ce tas de noisettes, c'est un capital accumulé, non, c'est une épargne, ce sont des réserves. Mais quand nous parlons de capital, et quand nous parlons de capitalisme, et quand nous parlons de capitaliste, nous comprenons mieux ce que c'est que le capital en tant que tel. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui a prêté son pécule. Ce serait l'écureuil qui prête ses noisettes et qui demanderait à ce qu'on paye des intérêts pour lui avoir emprunté et qu'on promette de lui rendre et qu'il y ait une police autour qui intervienne et qu'il y ait des juges qui permettent de juger les gens qui ne rendent pas ou qui ne payent pas les intérêts. C'est ça le capitalisme. Et ce capitalisme, il n'a pas toujours existé dans notre société humaine. Il n'est pas propre à l'ensemble des sociétés. La société inca que je mentionnais tout à l'heure n'était pas une société capitaliste de ce type-là. On constituait des greniers, bien entendu. C'était un système très compliqué parce que, vous le savez, dans les montagnes, on ne peut pas cultiver ou élever les animaux à tous les étages de toute manière. Il fallait organiser ça de manière très, très précise. Ce n'était pas un système de type capitaliste. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui se passe de sa ressource pendant un certain temps. Et on a dit oui, il doit être rémunéré ou elle doit être rémunérée pour le sacrifice qu'il consent ou qu'il ou elle consent. Et là, il faut bien dire non. Si c'est un sacrifice, il ou elle ne le ferait pas. C'est parce que c'est pas un sacrifice. C'est pas parce que ce sont des ressources qui ne sont pas nécessaires. Si elles étaient nécessaires, on les prêterait pas. On commencerait par les utiliser soi-même. Donc c'est quelqu'un qui a des ressources en excès par rapport à ses besoins et qui peut le prêter. Pour l'avoir prêté, il y a effectivement rémunération. Pourquoi parle-t-on de système capitaliste? Parce que c'est un système où il y a un avantage politique donné au détenteur du capital par rapport à celui qui emprunte. Voilà. Et quand il y avait des systèmes censitaires, par exemple, où on pouvait voter en fonction voter un certain nombre de fois, c'était lié à la possibilité d'avoir des ressources supplémentaires et qu'on puisse prêter. Si vous faites un tout petit jeu de simulation, j'ai fait ça pour le petit jeu, si vous créez un ensemble de petits personnages et que vous leur donniez à certains 99 ressources, à d'autres 100 et à d'autres 101, et que vous introduisiez la règle suivante, c'est qu'à la fin de l'année, il faut avoir 100 si on ne les a pas, et que vous inventez un système où celui qui a 101 peut prêter à celui qui avait 99, mais qu'il faudra que celui qui avait 99 rémunère, comme nous le faisons, par des intérêts. Nous appelons ça des coupons quand c'est des emprunts d'État. Nous appelons ça des dividendes quand ce sont des actions. Mais c'est toujours le même système. Si vous faites tourner ce petit jeu pendant un certain temps, vous retrouverez rapidement avec des gens qui ont accumulé toutes les ressources de tout le monde en tout petit nombre et l'ensemble des restes, ceux qui avaient commencé avec 99, qui ont entièrement disparu. C'est ça le système dans lequel nous sommes. Alors pourquoi est-ce que le système existe toujours? Parce qu'il y a des remises des compteurs à zéro de temps en temps. Malheureusement, ce n'est jamais de manière délibérée. Ce n'est pas parce qu'on dit on va faire ceci ou cela. On introduit bien sûr de l'imposition progressive, des choses de cet ordre-là, mais ce n'est pas ça qui empêche les accumulations. Ce qui empêche les accumulations, ce sont les grands drames, comme des crises économiques et surtout les guerres. Je ne vous apprends rien si vous avez lu le livre de M. Thomas Piketty, Le capitalisme au XXIe siècle. Vous avez vu que ce n'est pas en s'asseyant autour d'une table que nous résolvons cette difficulté du capitalisme, sa tentation et son mécanisme automatique de concentration absolue de la richesse. Et quand M. Piketty nous dit que nous sommes arrivés à la même situation maintenant de concentration que celle qu'on avait en 1914,
et qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre cette concentration de la richesse et une grande guerre qui apparaît à ce moment-là? Il faut que nous posions une question à ce sujet. C'est l'organisation, l'ONG Oxfam qui s'amuse chaque année, je dirais, s'amuse peut-être pas nécessairement, mais qui diffuse des chiffres de cet ordre-là sur la concentration de la richesse, qui nous dit qu'en 2017, 87% de la croissance au niveau du monde est allée au 1% le plus riche de la population, qu'il y a 62 personnes au monde qui possèdent les mêmes ressources que la moitié du genre humain, moitié de 7,4 milliards, 3,7 milliards. 3,7 milliards, je vous donne un ordre de grandeur, c'est 3,7 multiplié par 1000, multiplié par 1000, multiplié par 1000, encore une fois, égal à 62. Mon anthropologue extraterrestre de tout à l'heure, qui demanderait ça marche comment votre système économique, je lui donnerais ces deux chiffres. Il ne considérait pas comme nous souvent que c'est une curiosité. Ah, c'est bizarre quand même, ce 62 égale 3,7 milliards. Il dirait comment voulez-vous que ça marche? Et si ça marche, combien de temps encore est-ce que ça va durer? Voilà, c'est une question qu'il poserait. C'est ça le capitalisme. Alors, quand on nous dit 87% de la richesse créée en 2017 est allée à 1% de la population la plus riche, et qu'on vous dit par ailleurs la croissance est importante parce que ça permet d'augmenter les salaires ou de baisser le prix des produits, vous dites oui, mais c'est l'un ou c'est l'autre. C'est 87% qui va à 1% de la population, ou bien c'est un truc qui permet d'augmenter les salaires et de faire baisser les prix. C'est l'un ou c'est l'autre. Avec la concentration de 87%, ce n'est pas ce qu'on nous raconte. J'étais à une conférence avec M. Stiglitz. M. Stiglitz est un grand économiste. Il posait la question, là, c'était il y a quelques années, je crois qu'on était en 2016 ou quelque chose comme ça. Et il posait la question à la salle, de la richesse créée l'année dernière aux États-Unis, combien croyez-vous, quel est le pourcentage de cette somme, justement, qui a été allée au 1% le plus riche de la population? Alors les gens disent, oui, 75, 87, etc. Ils savent que c'est beaucoup. Il a dit non, c'est 102. Et quand vous regardez les chiffres, effectivement, la partie la moins riche de la population s'était encore appauvrie. Les plus riches étaient encore arrivés à prendre une partie de la richesse distribuée les années précédentes et de l'accaparer et de la faire venir encore de son côté. Nous avons là un problème assez extraordinaire. J'ai eu cette expérience de répondre à une interview d'un jeune homme qui lançait un nouveau mouvement qui s'appelle Science Critique. Et quand il a eu terminé l'interview, il lui a donné un titre. Il a appelé ça « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie », avec survie en majuscule. Et j'ai vu ça, j'ai dit « mais c'est pas ça que je lui ai dit exactement ». Mais quand j'ai relu ce que j'avais dit, il avait raison, c'est bien ça que j'avais dit. Et quand il a fallu réunir un ensemble de textes publiés chez Fayard, j'ai accepté la proposition de l'éditeur de donner ce titre-là. Oui, c'est bien ça. Nous allons peut-être pouvoir traiter l'ensemble des problèmes qui sont les nôtres, mais avec le système économique que nous avons en ce moment, qui est un système qui est typique d'une espèce colonisatrice et qui organise la prédation autour d'elle, nous n'aurons pas la capacité de le faire. On me dit parfois dans les débats que j'ai avec les décroissantistes, il dit « Ah, vous êtes contre la décroissance ». Ah, je dis « Non, absolument pas du tout ». Et ça, vous pouvez voir, il y a des discussions. Je vous pose simplement à vous, décroissantistes, je suis d'accord avec vous de la nécessité de faire, comment le faire? Comment le faire sans s'attaquer au mécanisme de la production de dividendes, de la nécessité de payer des dividendes sur des actions, de devoir payer des intérêts sur des emprunts qui ont été faits, que les États qui sont trop endettés, nous savons aussi, doivent payer des coupons quand ils émettent des emprunts d'État, c'est-à-dire de rémunérer l'argent qui est prêté. Comment allez-vous faire sans poser la question du système économique autour? Comment voulez-vous que si les 1% qui ont reçu l'année dernière 87% de la richesse créée, si vous leur dites on arrête ça demain, d'abord, que pensez-vous qu'eux vont en penser? Mais surtout, comment le faites-vous? Comment le faites-vous? Souvent, je me trouve, c'est encore le cas il y a quelques semaines, je me trouve dans un débat où dans la salle se trouve un public qui se définit lui-même essentiellement comme écologiste.
Et je me trouve à dire des choses comme je viens de vous dire maintenant. Et la réponse de la salle, après, quand il y a des questions, c'est « Oui, mais on ne veut pas qu'on parle du capitalisme, on ne veut pas qu'on parle de la croissance, on veut simplement des solutions. » Des solutions. Et je dis donner des exemples. Et ça, bon, voilà, c'est les solutions que vous connaissez. C'est d'avoir des véhicules qui fonctionnent à partir de produits dérivés du pétrole, qu'on aille à vélo, à trottinette, etc. Qu'on fasse de la permaculture, etc. Qu'on cultive dans les villes, voilà, qu'on cultive des légumes chez soi par une technique ou une autre. Mais la question qui se pose là, c'est double. Quelle est la taille critique qu'il faut atteindre? Combien de gens doivent avoir la capacité de le faire véritablement, de passer, de faire cette transition-là? Et quelles sont les chronologies qui sont associées? Je vois, vous le voyez aussi, dans les villes, on construit des pistes cyclables, etc., etc. Quand on regarde, je ne sais pas, sur une période de 10 ans, combien de personnes ont profité de cette occasion pour passer véritablement au vélo, etc. Les chiffres sont très, très faibles. Je parle avec un ami il y a quelques années qui habitait, c'était quoi, Ougré, et qui me défendait l'idée que oui, mais en faisant tous ensemble, en appliquant tous des solutions de type individuel, la question de mesures plus générales visant l'intérêt général ne se posera pas. Alors je lui ai posé simplement la question, et c'est une vraie histoire. Je lui ai dit, est-ce que tu fais, toi, ce que tu recommandes? Il dit, oui, non, pas pour les jardins. J'ai un jardin, mais je n'ai pas pu faire pousser des légumes. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai quand même la curiosité d'envoyer chez un chimiste, d'envoyer un échantillon de la terre. Et il m'a dit non, à Ougré, il ne faut pas imaginer, vous feriez des légumes, ils pourraient pousser, mais ils seraient empoisonnés. Vous pouvez pas, il y aura des métaux lourds et des choses de cet ordre-là. Quand on nous montre dans le film Demain que dans la ville de Détroit, on a dû produire des millions de voitures, qu'il y a des gens qui étendent la possibilité dans des endroits qui étaient très très proches des usines de produire des légumes, la question se pose de la qualité de ces légumes. Je ne parle même pas de la possibilité de chez soi, en ville, de pouvoir produire des légumes, mais est-ce que ces solutions individuelles sont suffisantes? Est-ce qu'il ne faut pas poser la question générale de la disparition du système économique qui est fondé sur une logique de profit? Et vous savez, est-ce que c'est le profit? Le profit, c'est la différence, on apprend ça à l'école primaire, entre le prix de vente et le prix de revient. C'est la différence entre ces deux chiffres. Et quand on additionne cela, on appelle cette quantité, le profit, on peut l'appeler aussi la valeur ajoutée. Quand on additionne les valeurs ajoutées, ça produit le produit intérieur brut de la nation. C'est une somme de valeurs ajoutées. Et c'est à partir de ça qu'on définit la croissance. Et à partir de cette croissance, nous voyons maintenant qu'elle est confisquée par un petit nombre de personnes. Il faudra que nous allions vite. Il faudra que nous trouvions les solutions. Mais comment faire? Et c'est à cet endroit-là que moi, j'essaie modestement de faire des propositions. Vous avez peut-être vu ce petit livre que j'ai fait à la demande de Solidaris, qui s'appelle Vers un nouveau monde, avec un ensemble de propositions, qui sont là des propositions, je dirais, de type d'intérêt général, des solutions collectives, par exemple, de revenir sur les lois qui ont été modifiées au 19e siècle et qui permettent la spéculation. La spéculation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sommes qui sont gagnées, non pas par une création de véritable richesse économique. Et comment est-ce qu'on produit de la richesse économique? Eh bien, c'est en profitant du fait que la Terre, effectivement, autour de nous est généreuse et que les rayons du soleil vont faire pousser des plantes. Nous, il faut que nous arrosions, nous mettons trop d'engrais, mais ça pousse tout seul. Une fois que ça pourra pousser, il y aura des animaux qui pourront manger ces plantes, y compris nous. Et quand il y aura des petits animaux, il y aura d'autres animaux qui les mangeront, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il y a une croissance naturelle qui a lieu à l'intérieur de notre monde. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous pouvons continuer dans cette direction-là? Interdiction de la spéculation. Je propose aussi qu'on modifie la loi sur la propriété privée. Vous savez, dans la propriété privée, il y a usus, fructus et abusus. Ça ne vient pas du droit romain comme on nous le dit, c'est du droit napoléonien, ce sont des termes latins. Usus, c'est l'usage, la chose que nous avons achetée.
Fructose, c'est les fruits. Si nous achetons un verger, nous avons droit aux poires et aux pommes qui vont pousser. Et abusus, c'est la possibilité de détruire la richesse dont nous sommes le propriétaire. En principe, on n'a pas le droit de nous dire de ne pas la détruire. Il y a des lois qui ont été introduites parce que maintenant, quand les choses ont un intérêt général, on nous interdit de détruire systématiquement. Mais ce n'est pas le cas pour les entreprises. Les entreprises qui ont une personnalité juridique ne sont pas soumises aux lois sur l'abusus de la même manière que nous. Nous pouvons modifier ça. Nous pouvons imposer qu'une entreprise doive traiter la ressource de manière différente selon qu'elle est renouvelable ou non, qu'une fois qu'elle l'aura utilisée, elle aura disparu une fois pour toutes. Quand les règles comptables nous disent que les salaires sont un coût pour l'entreprise, mais que les bonus pour la direction, c'est une part de profit, et que chaque enfant à l'école a aussi appris que les profits, il faut les faire monter, et les coûts, il faut les faire baisser, on peut demander aussi, ça je demande aussi, qu'on change, c'est une règle comptable, c'est pas un principe universel que le salaire serait un coût, c'est une convention pure et simple. Or, ça changerait tout, si on ne nous disait plus que le salaire qui nous est versé était un coût. La question de la disparition de l'emploi, qui est en train d'avoir lieu, elle a toujours eu lieu. Les premières personnes qui ont posé la question, ce sont les ludites qui ont cassé des machines parce qu'ils étaient simplement remplacés par la machine. Et comme le philosophe suisse Sismondi le faisait remarquer à l'époque, il n'y aurait pas de destruction de machines si celui qui est remplacé par une machine bénéficiait à vie de la richesse supplémentaire qui sera créée par la machine. C'est ça qui l'avait conduit à la proposition que l'individu remplacé par une machine bénéficie à vie d'une part de la richesse qui sera créée par la machine. Et c'est pour ça que quand j'ai proposé j'ai appelé taxe Sismondi, ce qu'on appelle maintenant une taxe robot, dont on me dit maintenant que c'est un scandale, et s'il fallait taxer les logiciels qui ont remplacé les sténodactylos, il aurait fallu taxer à l'époque les marteaux, mais non, les marteaux n'ont jamais remplacé, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de gens qui ont été mis au chômage parce qu'on a inventé le marteau. Non, nous vivons dans une société, et la question avait déjà été posée dans les années 60 aux États-Unis, où il faudra séparer une fois pour toutes les revenus qui viennent aux gens du fait qu'ils travaillent. Un ensemble de la population vit uniquement ou partiellement de ce qu'on appelle les gains du capital, le fait que la machine travaille pour son propriétaire. Il faut que nous passions rapidement à une société où tout le monde vive des gains du capital de cette manière-là, c'est-à-dire de la richesse créée. Il faut que ça soit partagé pour tout le monde. Il y a différents moyens de le faire. Vous savez, on parle de revenu universel de base. Là, c'est une solution que je trouvais intéressante. Et puis, j'ai réfléchi surtout pendant les 18 ans où j'ai travaillé dans le domaine de la banque. Dans le domaine de la banque, domaine de la finance, on est très très fort à constituer des comités. Et s'il y a des juristes dans la salle, j'espère qu'ils ne vont pas être trop fâchés de savoir que c'est surtout des juristes qu'on met là-dedans pour savoir comment on va contourner les lois existantes. Et quand il y a des nouvelles sommes qui sont données à la population, en général, dans les banques, et ça je le sais, j'ai travaillé international, c'est pas un ragot, j'ai travaillé dans des banques où j'ai vu faire cela. Comment détourner au moins une partie de cet argent supplémentaire qui sera donné. J'ai vu aussi dans les banques que quand on prêtait aux pauvres, on doublait, c'est le domaine des subprimes, on doublait la marge de profit de l'entreprise. Selon le principe bien connu, les pauvres ne sont pas très riches, mais ils sont nombreux. Et donc là, c'est sur le nombre qu'on peut se rattraper. Un certain nombre de choses que nous pouvons faire dans l'immédiat, au niveau de règles qui seraient introduites au niveau de tout le monde. On pourrait aussi inscrire l'État-providence, comme on dit. Vous savez, c'était un terme de dérision. Les anglo-saxons appelaient ça l'état de bien-être, qui est une meilleure chose. Au lieu de nous dire que c'est un truc qu'on peut faire quand il y a de la croissance, justement. Et comment voulez-vous qu'on le fasse quand il y a 87% du chiffre de la croissance qui va à 1%? Comment voulez-vous effectivement qu'on puisse soutenir l'État-providence comme ça? On pourrait introduire ça dans notre Constitution en disant, voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est organiser les choses de cette manière-là.
voilà, un certain type d'approche. Mais moi, personnellement, je ne vois pas comment, si on ne remet pas en cause un ensemble de choses de ce type-là, et j'en ai encore fait, bon, j'ai même encore ajouté d'autres choses dans cette liste, c'est en abordant les choses de cette manière-là que nous pouvons faire les choses. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement difficile, où, là, par exemple, là, et ça, ce sont les films qui nous ont offert ce type de perspective, les films, les romans qui imaginent des scénarios possibles. Il y en a un qui date d'il y a longtemps, c'était le On the Beach. C'était un roman qui est très connu, il avait gagné des prix. On avait fait un film, On the Beach, ça s'appelle Le Dernier Rivage en français. Vous avez peut-être vu ça, c'est avec des très grands acteurs comme Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, le jeune Anthony Perkins dans un de ses premiers rôles. C'est l'homme, l'espèce humaine qui se détruit par la bombe atomique, et nous vivons en Australie avec les derniers représentants de l'espèce humaine, et le nuage arrive qui va faire disparaître ce qui reste. Dans les films plus récents, nous avons eu Elysium, vous avez peut-être vu ça. L'humanité se divise en deux parties. Une partie qui vit encore à la surface de la Terre dans un environnement tout à fait dégradé, et puis dans l'espace, dans une grande station spatiale, des êtres humains qui sont devenus immortels parce qu'ils connaissent les techniques et qui vivent dans des palais et qui sont là tournés autour du monde. Ma anecdote révélatrice, des scènes de ce film ont été prises sur le terrain, voilà, dans des véritables environnements. Et les scènes absolument désolées de villages ou de villes complètement détruites, complètement dans la misère absolue, et la représentation des villas idylliques dans l'espace ont été prises, tournées sur le terrain dans la même ville de Mexico City, dans des quartiers différents. Cette division existe donc déjà chez nous. Alors, danger aussi associé, bien entendu, à cette représentation. Et là, c'est un sociologue, politologue américain, il s'appelle Peter Fraze, qui a attiré l'attention là-dessus dans un livre qui s'appelle Four Futures, 4 futurs, un livre dont on parle beaucoup, qui n'est pas encore traduit en français, où il parle donc comme un des 4 scénarios. Et il y a une petite illustration sur la couverture. Et là, ce scénario-là est représenté par une tête de mort. La possibilité, non pas simplement comme dans la perspective Elysium d'une humanité à l'abandon et d'une autre extrêmement riche et immortelle, mais la tentation pour les riches de se débarrasser des gêneurs entièrement, s'ils ne servent plus à rien. Là, la tentation de se débarrasser par eux. La solution, dit Peter Fraze, il utilise le terme d'exterminisme, de se débarrasser des gêneurs. Et ne dites pas, souligne-t-il, que ça n'arrivera jamais, puisque ça a déjà existé et que ça existe peut-être même encore en ce moment. Autre film, Exterminator, c'est-à-dire que nous avons pu produire la suite des êtres humains. Nous avons pu produire des robots, et ces robots sont pourvus d'intelligence artificielle, et ils décident de se débarrasser entièrement de nous, et ce n'est que par une guerre de libération que nous parvenons à survivre. Dernier film que je mentionne, Interstellar, que vous avez peut-être vu. L'humanité se rend compte que l'environnement dans lequel elle est, la planète Terre, est peut-être condamnée. Vous avez peut-être vu ces splendides scènes de tempête de sable au début du film. Et aller coloniser, dans ce cas-ci, des exoplanètes dans d'autres systèmes stellaires. On parle beaucoup du transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est un discours qui paraît un peu bizarre, qui est un peu dans le prolongement quand même de l'esprit des Lumières, en disant débarrassons-nous de cette idée de l'homme à l'image de Dieu et étendons dans l'avenir l'image de la perfectibilité, dont nous a parlé d'abord Rousseau et puis Condorcet, que l'homme est perfectible, que nous ne devons pas nous laisser entraver par des idées comme nous sommes l'image de Dieu. Ça met des limites à ce que nous pourrions faire ou non. Inventons ce que nous pouvons. Et là, des dangers existent aussi.
la possibilité d'inventer des robots qui prendront la décision de tuer d'eux-mêmes, éventuellement dans un cadre d'exterminisme, la tentation d'utiliser le génie génétique pour nous adapter à un environnement de plus en plus dégradé, mais aussi peut-être la possibilité, pourquoi vivre 1000 ans comme on le fait, quand les transhumanismes nous disent maintenant nous avons les moyens biologiques de commencer à explorer la possibilité de faire disparaître le vieillissement. Définissons le vieillissement comme une maladie et mobilisons les ressources de la médecine pour le vivre 1000 ans, mais ça pourrait servir, bien entendu, à l'exploration de l'espace. Les étoiles sont très très loin. Si on peut mettre des gens dans une fusée en hibernation pendant 1000 ans, on peut arriver à d'autres étoiles et essayer d'y créer de la terraformation, de trouver des environnements qui sont ouverts à nous-mêmes. Je vais terminer sur une réflexion. Nous parlons, notre réflexion sur la technique et la technologie, elle est souvent très simple, très simpliste. Nous disons nous sommes pour la technologie ou nous sommes contre la technologie. Et quand nous sommes contre, nos motivations ne sont pas toujours très très claires. Quand on est pour, ça peut être dans une perspective de type transhumanisme, ça fait partie de la perfectibilité humaine, inventons n'importe quoi. On verra bien si le marché s'intéresse à ça. Ce sera l'initiative privée d'envoyer des fusées dans l'espace, etc. Quand on est contre, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité, c'est parce que nous mettons l'accent sur les horribles choses que nous avons pu faire avec la technologie. Nous avons inventé les bombes atomiques, et les savants qui l'ont fait n'ont réfléchi qu'après coup en disant ah oui tiens on aurait dû réfléchir davantage à ce qu'on était en train de faire, je pense en particulier à M. Oppenheimer. Mais il y a des gens aussi qui sont contre la technologie, indépendamment de cette question des mauvais usages, de dire l'homme a produit de l'artificiel, et l'artificiel, c'est contre le naturel. Mais quand nous réfléchissons, quand nous faisons machine arrière, quand l'homme invente des outils pour la première fois, il ne fait pas autre chose en réalité que l'oiseau qui utilise une aiguille de pain pour aller dénicher une chenille dans la fissure de l'écorce d'un arbre devant lui. Quand le goéland prend un coquillage et le fait tomber très haut sur une pierre délibérément pour casser le coquillage, il invente des outils à sa manière. Nous avons fait pareil. Notre motivation au départ, comme je l'ai dit, c'était probablement de constituer des greniers comme le fait l'écureuil par des moyens un peu plus sophistiqués. La technique, c'est nous-mêmes. Le philosophe Jacques Derrida a réfléchi à ça en disant c'est dans la nature humaine de créer du supplément. Nous avons créé le langage. Une fois qu'on avait le langage, on a pu le perfectionner encore par l'écriture, et après on peut en faire d'autres choses. C'est dans notre nature humaine. Ne rejetons pas la possibilité d'utiliser la technique et la technologie parce que ce serait autre chose que nous. Non, c'est notre prolongement. Et même s'il devait se faire, que nous disparaissions entièrement et que des robots nous remplacent, ce serait toujours notre création, ce serait le génie humain qui nous aurait permis de faire ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que dans les solutions, les choses qu'il faudra mettre en place délibérément pour empêcher que nous ayons droit à la disparition bientôt, il faudra que nous mobilisions aussi les techniques dont nous disposons. Et je ne pense pas à ce moment-là de vivre 1000 ans pour pouvoir aller dans des étoiles, mais nous faudra à ce moment-là utiliser non seulement une capacité sociale à pouvoir nous asseoir tous ensemble, mais aussi cet opportunisme d'espèce que nous avons, qui fait que nous avons inventé une maîtrise par rapport au monde, qui est une maîtresse extraordinaire, et donc il faut bien que nous sachions que nous n'avons pas la preuve jusqu'ici que nulle part ailleurs dans l'univers cette chose n'existe. Donc, quand nous serons prêts à mettre en place les solutions générales qui nous permettront de continuer à vivre sur notre terre, espérons, et dans des situations qui ne seraient pas dégradées, ne mettons pas entre parenthèses la possibilité d'utiliser ce que le génie humain a pu produire, qui est justement cette technologie extraordinaire. Merci.
Merci Paul Jorion. Je pense que vous avez été invité à travailler pendant cette conférence, à peut-être écrire vos questions, vos interrogations, vos suggestions de changement, que sais-je. Je vois que les personnes préposées pour ramasser les feuilles sont prêtes à les récupérer, donc n'hésitez pas à les faire parvenir. D'ici là, je vais me permettre une question à Paul Jorion. On va voir si ce micro-là fonctionne. 1, 2, 2, non, toujours pas. Non. Si, ah, voilà. Vous l'avez mis en marche. Paul Jorion, peut-être au sortir d'une conférence comme celle-ci, j'ai envie de dire qu'on ne sort pas nécessairement indemne, parce que c'est un discours bouleversant, perturbant. Malgré tout, l'espèce humaine est-elle encore en droit d'espérer quand on entend votre discours et vous annonciez des amorces de changement? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts à amorcer le changement qui, peut-être, dans notre région ici à Malmedy, est en train d'être amorcé avec la transition écologique et économique qui se met petit à petit en place avec ce mouvement Changeons Demain? Oui, mais j'ai toujours cette surprise, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment de tenir un discours extrêmement optimiste, parce que j'ai le sentiment de produire une image qui est peut-être un tout petit peu différente de ce qu'on entend d'habitude, mais par, je dirais, la vertu de ce qu'on appelle la lucidité, c'est-à-dire de mettre tout sur la table, véritablement, et de montrer aussi que nous disposons des moyens de le faire. Si c'est pessimiste, c'est probablement parce que nous disons qu'on n'arrivera pas à convaincre le capitaliste de cesser d'être un capitaliste. Et c'est le message, d'ailleurs, d'un livre d'un certain monsieur Henri Castel, chez Bon Souvenir. J'oublie en ce moment même comment ça s'appelait, j'ai été opposé à lui dans une émission à France Culture. Il dit, lui, l'intérêt des riches, ça ne sera pas de se convertir un jour au sort commun. Ils vont se concentrer sur l'utilisation maximale de ce qui reste encore. Et bon, je ne suis pas convaincu de ça. Je sais, moi j'ai travaillé une époque, c'était au Texas, pour ce qu'on appelle un hedge fund maintenant. Et un hedge fund, vous savez ce que c'est un fonds spéculatif, et je suis contre la spéculation. Et mon patron à l'époque, c'est quelqu'un qui maintenant possède, je crois que c'est en Micronésie, un ensemble d'îles qui fonctionnent en autonomie avec les grandes des ressources renouvelables, avec des éoliennes, etc. Dans l'espoir que sa famille, probablement, pourra survivre sur le long terme aux difficultés qui seront celles des autres. Et ce monsieur Castel est convaincu que ce sera ça qui se passera, qu'il y aura aussi exterminisme et ainsi de suite. Donc, je dirais, lui, il est pessimiste. Moi, je ne crois pas que... Si nous sommes toujours là, c'est parce que nous avons énormément de ressources, que nous avons remis les choses en question, que nous pouvons changer les choses, que nous savons ce qu'il faudrait faire. Vous pourriez me dire, vous avez annoncé la crise des subprimes, vous avez proposé des mesures, je voyais ça encore, qu'en 2007, j'expliquais comment ne pas retomber dans un travers particulier, et pas n'importe où, dans la revue des dirigeants financiers des entreprises, des contrôleurs de gestion, etc. Et ça ne s'est pas passé. Mais je ne suis pas convaincu que devant un véritable danger, que la prise de conscience n'ait pas lieu, et je la vois avoir lieu. Quand j'ai publié un livre qui s'appelait Le dernier qui s'en va éteindre la lumière, en 2016, et que mon éditeur a insisté pour mettre un bandeau en dessous du livre, dans la partie inférieure du livre, en disant essai sur l'extinction, vous savez, sans doute, c'était peut-être en France, dans l'univers francophone, le premier livre qui parlait de ce genre de choses. Et je n'étais pas convaincu du tout qu'il allait se passer des choses, que les jeunes allaient se mobiliser. Or, 3 ans plus tard, ce qui est court, il y a une mobilisation générale des jeunes au niveau de l'espèce tout entière. Donc, je n'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que ce qui choque un peu, c'est de se représenter peut-être pour la première fois la difficulté, la complexité du problème devant nous. Mais le faire, c'est en même temps montrer que c'est possible.
Donc je suis plus ou moins, je suis assez optimiste. Vous avez fait allusion au fait que j'ai écrit écrit plusieurs romans, qu'il y en a un qui maintenant qui va sortir, et je me pose la question par rapport à ça. Ce que j'écris maintenant, ce sont des textes de cette manière-là, parce que j'ai le sentiment que parfois c'est la complexité peut-être de ce qui apparaît que je propose comme des solutions, que ça paraît très complexe et que du coup on se dit que ça n'aura pas lieu. Or, je ne vais pas faire des romans de science-fiction, mais je vais essayer de parler de toutes ces choses dans le langage de tous les jours, dans des situations de tous les jours, et sans que ce soit technique, et de montrer simplement comment on peut arriver vers ce genre de choses. Par des réflexions plutôt comme tout à l'heure, quand je parle de la filia chez Aristote, et que je montre que la solidarité et l'entraide fonctionnent de manière massive, et c'est pour ça qu'on est encore là. C'est pas à cause de la compétition, de la compétitivité ou de la rivalité qu'on est toujours là. C'est avec ça qui avait marché pour la société humaine, on aurait disparu il y a extrêmement longtemps. Non, nous avons la capacité de le faire. Nous sommes un animal social, nous sommes très inventifs. Ce qui me paraît le plus important, c'est ce que j'ai dit à la fin. Ne crachons pas sur ce que le génie humain produit. On aura besoin de ça. Il faudra que, si nous voulons survivre maintenant, on ne pourra pas se contenter des solutions individuelles. Il faudra mobiliser tout ce que nous avons compris sur le monde dans la manière dont il fonctionne. Nous avons compris, par exemple, que le cycle du phosphore est tout à fait déséquilibré. Pourquoi est-ce que le cycle du phosphore est tout à fait déséquilibré? C'est parce que l'ensemble du phosphore se trouve essentiellement dans les terres. Maintenant, il se trouve essentiellement au fond des océans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons utilisé le phosphore sous forme des phosphates que nous avons extraits de la terre et nous en avons fait essentiellement des fertilisants sur nos cultures. Résultat, avec la pluie, ça s'est retrouvé dans les rivières, puis dans des rivières, ça s'est retrouvé dans les océans. Ça, si nous ne le savions pas, nous ne pourrions pas savoir comment résoudre ce problème. Nous savons plein de choses, nous connaissons, il y a une grande partie de notre technologie et maintenant de la science appliquée. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant qu'il y ait de la science produite chez nous au XVIe, XVIIe siècle, il n'y avait pas de technologie qui est de la science appliquée. C'était de l'essai et erreur, comme ça a été la tradition en Chine jusqu'au temps moderne, parce que la science moderne ne s'est pas développée en Chine. Les Chinois ont inventé la poudre à canon, et ils l'ont inventée certainement par l'essai et l'erreur, et il y a plein de gens qui ont dû mourir dans les expériences qui ont dû être faites autour de ça. Comment mélanger les ingrédients comme il le fallait, salpêtre, charbon de bois et soufre. La bombe atomique, on ne peut pas l'inventer par l'essai et l'erreur, c'est impossible. Ce sont des dispositifs extrêmement complexes et qui sont la conséquence des raisonnements que nous avons faits sur la constitution même de la nature qui nous a permis de construire la bombe atomique. Ce n'est pas une bonne idée, mais c'est lié à une connaissance que nous avons comprise. Il y a des choses, des tas de choses dans les éléments modernes. Un smartphone n'aurait pas pu être inventé, même au cours de périodes extrêmement longues par l'essai et l'erreur. C'est à partir de modèles que nous avons faits, des modèles corrects grâce à un bon usage des mathématiques que nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, une première question de la salle, et on n'aura certainement pas l'occasion de les poser toutes, vous aurez compris, mais elles seront toutes bien gardées et je pense qu'elles serviront de base de réflexion au forum du mois de septembre. Première question, Paul Jorion, les coopératives ne sont-elles qu'une forme adoucie de capitalisme sauvage? Vous avez bien mérité votre verre d'eau, je vous ai réfléchi le temps de le prendre. Je répète la question, les coopératives ne sont-elles qu'une forme adoucie de capitalisme sauvage? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est un autre système. C'est Proudhon dont les idées sont à l'origine. C'est Owen, vous le savez sans doute, c'est Owen en anglais qui a inventé la coopérative. C'est lié aux idées de Proudhon à cette époque-là. Cette époque-là, c'est donc la première moitié du XIXe siècle, quand on réfléchit véritablement aux alternatives au système capitaliste. On appelle ça la révolution sociale à l'époque, et il y a plein de penseurs, ceux que Marx et Engels appelleront de manière péjorative les socialistes petits bourgeois, comme Sismondi dont je vous ai parlé tout à l'heure, les socialistes utopiques comme Fourier, Cabet, Constant, etc. Vous savez que Marx a écrit délibérément Misère de la philosophie de la misère contre Proudhon.
Proudhon. C'est Proudhon qui nous explique que la nature nous produit des aubaines, que c'est grâce à cela que nous pouvons vivre essentiellement, que ce sont les aubaines que nous offre la nature, les choses qui nous viennent des ressources de la terre autour de nous, de l'action du soleil, c'est cela que nous partageons. Il insiste aussi, Proudhon, sur ce qu'il appelle l'effet collectif, dont il nous dit que ce sont les dirigeants d'entreprise qui le confisquent à leur profit. Il nous donne cet exemple, il nous dit... 200 artilleurs ont pu monter en 1 heure l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde à Paris. En 200 jours, un artilleur tout seul aurait été incapable de le faire. Et il nous dit, dans l'entreprise, la direction confisque à son profit. Elle traite les individus, les ouvriers, les ouvrières individuelles, comme s'ils étaient dans un espace isolé. Et elle confisque, elle les considère comme le artilleur qui essaierait de faire diriger tout seul l'obélisque de la place de la Concorde. Le fait qu'en 200 ensemble, ils arrivent à produire bien davantage, ça c'est ce que la direction confisque. Non, dans la coopérative, on partage ce qui a été produit. Alors il y a eu des dérives, et je vois il y a des dérives, des coopératives où on essaye de les copier sur le fonctionnement du capitalisme et où on crée des catégories de sociétaires et des choses de cet ordre-là. Non, le danger, à ce niveau-là, je vais vous le dire, c'est assez amusant. C'est une anecdote, c'est M. Hamon, Benoît Hamon, à l'époque où il est ministre du budget, si je m'en souviens, à Paris, et il me demande de faire un exposé sur l'histoire de la révolution sociale, voilà, sur l'histoire de la création des nouvelles idées, sur ce qu'on peut faire dans la première moitié du 19e siècle. Et la question me posée par quelqu'un du ministère, combien voulez-vous être payé? Et je dis, la même chose que les autres. Et on me répond, malheureusement, non, ça c'est pas possible, parce qu'on a déjà utilisé 60% de la somme pour rémunérer une personne, un professeur d'université de Yale, chez mon souvenir, américaine. Bon, je dis, bon, très bien. Donc, je voudrais-il que cette dame vient, elle fait son exposé dans ce colloque qui est donc consacré à la loi que M. Hamon essaie de faire passer à ce moment-là, qui est la capacité, quand une entreprise est dans... La priorité est donnée au moment où une entreprise en difficulté, où la question de la reprise se pose, de faciliter le processus de transformation en coopérative. Et cette dame me fait son exposé, elle commence en disant, voilà, il y a des tas de gens qui s'intéressent aux coopératives ici, c'est pour ça qu'on me fait venir. Eh bien, je peux vous rendre l'espoir, je peux vous montrer en quelques minutes comment sortir de la coopérative et d'avoir une vraie entreprise capitaliste autour de nous. Alors, tous ceux d'entre nous qui n'avions pas été vraiment bien payés pour permettre à cette dame d'avoir sa rémunération, nous sommes regardés entre nous et nous avons jeté un petit coup d'œil à M. Hamon qui lui aussi n'était pas très très content. Le problème c'est qu'on essaye d'éliminer ça. Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que l'époque coopérative au XIXe siècle, qui à une époque représentait 30% de l'économie autour des années 1840 dans nos pays, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que le système capitaliste autour était un système qui était opposé à cela. Parfois, on envoyait l'armée dans des coopératives. Parfois, il y a eu simplement l'effet du système autour, qui est un système prédateur et qui est parvenu à absorber les parties qui fonctionnaient et à faire disparaître les autres. Ce que je propose, moi, vous l'avez compris, quand je propose des solutions pour l'avenir, je propose essentiellement de passer à la gratuité et de pouvoir vivre dans un monde qui fonctionnait véritablement, parce que ce serait un monde sans argent. Alors là, on tombe carrément dans la catégorie du socialisme utopique dénoncé par Max Engels, parce que vous le savez, le communisme soviétique est véritablement quelque chose qui a été influencé par la pensée de Marx, mais c'est un système où il y avait toujours, en Union soviétique, il y avait de l'argent, il y avait des salaires qui étaient payés, etc. Ce n'était pas un système de type socialiste ou proudhonien ou anarchiste comme on avait pu inventer au XIXe siècle.
En Belgique, on est très fiers de la personne de M. Ernest Solvay, qui a été inventé un procédé de fabrication de la soude caustique qui l'a rendu riche, qui a créé des usines. La compagnie Solvay est encore une grande compagnie du domaine de la chimie. Mais M. Solvay, à ses heures perdues, était un penseur anarchiste. C'est une chose qu'en général, on ne sait pas. Et qu'il était contre l'argent, et il était pour la disparition de l'argent, et dans son empire industriel, il avait éliminé entièrement la question de l'argent, si ce n'est dans le rapport extérieur, où il fallait vendre des produits au niveau extérieur. Qu'est-ce qu'il avait à la place? Les gens avaient des petits carnets dans lesquels on inscrivait les services que d'autres vous avaient rendus et ceux qu'on avait rendus aux autres, avec une attente autour que le système soit équilibré, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas chacun individuellement avec un total déséquilibre, où on vivrait essentiellement au crochet des autres. Bien sûr, c'est une expérience qui n'a duré que pendant un certain temps, mais on peut envisager des choses de cela, et je ne crois pas qu'on pourra faire des transitions véritablement entre le capitalisme et autre chose, si ce n'est que par des passages, je dirais, drastiques, de passer véritablement, de laisser tomber l'idée du revenu universel qui est trop exposé à la prédation et mais simplement de revenir à la gratuité absolue dans le domaine de la santé et de l'éducation, mais d'étendre cela au transport, puis à la nourriture de base et des choses de cet au logement de base, à la connectivité maintenant, puisqu'on nous oblige de faire certaines transactions uniquement par la connectivité, d'étendre le domaine de la gratuité. Alors, bien entendu, dans un cadre qui est encore capitaliste, il y a bien sûr des coûts, et il faut savoir d'où l'argent viendra, etc. Et c'est pour ça que j'ai connecté cette proposition de taxe robot avec celle de la gratuité. Financer la gratuité par le partage de la richesse créée par les machines, qui pour le moment va uniquement aux propriétaires de la machine. On peut généraliser la proposition de Sismondi, de dire que la mécanisation, c'est un progrès pour l'humanité tout entière, et qu'il n'est dit nulle part que c'est uniquement des propriétaires de la machine, gens qui disposent de ressources supplémentaires, pourraient bénéficier de cela. Mais il faudrait à ce moment-là, je dirais, un passage absolu d'un système à l'autre. Et là, je réponds à l'objection qu'on me fait en général, qu'on fait souvent, en disant « Oui, mais il faudrait qu'on le fasse tous en même temps, etc. » C'est ce qu'on nous dit maintenant pour toutes les bonnes propositions. Oui, mais tous les pays du monde devraient le faire simultanément. Et là, je renvoie à la réflexion du 19e siècle, qui n'était pas du tout une réflexion de ce type-là. Quand on a permis aux pays les uns après les autres de permettre de supprimer, d'abroger les lois qui interdisaient la spéculation, alors que ça existe dans tous les pays européens, on ne l'a pas fait tous en même temps. Non, il y avait dans la mentalité du 19e siècle, qui est encore celle que moi j'ai entendue à l'école primaire, que le bon exemple, faire quelque chose qui soit tellement bien que tous les autres simplement ne vont pas simplement l'attaquer, ils vont essayer de faire la même chose de leur côté. Et introduire une taxe de type Sismondi, à mon avis, c'est quelque chose, cet ordre-là. Revenir aux lois, les remettre en vigueur, les lois qui interdisaient la spéculation, ça fait revenir 40%, il faut le savoir, 40% de la richesse reviendra à l'intérieur de l'économie. Alors vous me direz, oui, mais si on distribue cet argent de manière instantanée aux salariés, tous les prix vont augmenter. Oui, c'est ça. Là, il faut réfléchir à ce qu'il faut faire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire si on distribue cet argent-là qu'on récupère la spéculation? Si on les donne en salaire supplémentaire, il faudra faire baisser simultanément les dividendes qui sont donnés aux actionnaires. Il faudra faire baisser les coupons, il faudra faire baisser l'ensemble des intérêts. Bien entendu, on ne peut pas injecter une somme comme celle-là sans faire baisser d'autres coûts par ailleurs. Ça demande une conversion. Ce qui me rassure, c'est ce qui s'est passé un jour dans une émission où j'étais opposé à un banquier sur France Culture, et où ce monsieur me donnait raison absolument sur tout. C'est bien que quand je me suis retrouvé avec lui dans le couloir, après, j'ai dit, je supposais quand même que vous alliez dire autre chose que moi plutôt que de m'approuver tout le temps. Il dit, non, c'est parce que vous avez entièrement raison. Je dis, c'est parce que la banque dit de manière, le monde de la banque dit de manière générale. Il dit, non, c'est parce que le marché n'est pas prêt. Il viendra un jour où le marché basculera et passera de votre côté. À l'intérieur de sa représentation à lui, il y aurait le jour où le marché, par intérêt simplement de survie, dirait oui, c'est comme ça qu'il faut faire.
Paul Jorion, pensez-vous qu'une révolution non violente soit possible, vu la concentration de pouvoir entre quelques mains seulement? Merci à l'équipe aussi qui travaille en coulisses pour m'amener les questions, vos questions de la salle. Ben, c'est la question probablement. Comment passer à autre chose? Là, il y a une réponse que je viens de donner, mais je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse. C'est donc le jour où le marché s'arrête, c'est lui qui s'occupera de tout. Ça a le mérite, je dirais, d'être réaliste, et moi aussi de suggérer que c'est peut-être la seule manière où ça puisse se faire. Le danger, comme on le voit, et particulièrement les événements en France et de ces temps derniers le montrent, un pouvoir qui émane essentiellement de quelqu'un qui est un banquier et qui a une représentation du fonctionnement de l'économie et de la finance et du monde en général qui est essentiellement celle de la banque, conduit, quand il y a contestation, conduit à des violences qui viennent de part et d'autre. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que le système parlementaire lui-même, à l'intérieur de nos sociétés, est-ce qu'il a le moyen d'opérer ces transitions? Ce qui s'est passé au cours des 40 années récentes, c'est que, vous le savez, on a obligé, c'est peut-être pas le terme, je vais d'abord décrire la situation. Les États se sont conduits de plus en plus comme des entreprises. Et on vous explique, oh, on n'a plus d'argent, on ne sait pas pourquoi tout à coup il n'y a plus d'argent. Quand 87% de la croissance passe à 1% de la population, c'est simplement qu'il n'y a plus à l'intérieur du système, l'argent qui pouvait venir à l'État ne lui vient plus. Par l'évasion fiscale, par les rapports qui sont difficiles entre les grosses entreprises qui souvent d'un point de vue économique sont plus grosses que les États lui-même. Et alors là, on a le problème de la discussion avec les lobbies qui sont simplement en réalité le corps diplomatique que les grosses entreprises sont bien obligées de se créer aussi pour discuter avec le reste du monde. Nous avons accepté que la logique du fonctionnement des États se calque de plus en plus sur celle du monde de l'entreprise. Il n'y avait aucune nécessité à cela. Si on pense à des gens, je ne sais pas, comme Colbert au Richelieu, ces gens ne se seraient jamais laissés convaincre qu'il fallait gérer un État à la manière dont on le fait pour une entreprise privée. Si ça s'est fait de cette manière, c'est d'une certaine... On peut faire l'histoire. D'une certaine manière, c'est lié au plan Marshall, à la manière dont il a fallu gérer l'argent que les Américains nous donnaient. Ce n'était pas des prêts, c'est nous donnaient véritablement. Il a fallu que nous le fassions dans une perspective où les Américains, juste titre, voulaient éviter que l'argent qui était donné passe dans la corruption. Donc il fallait faire une comptabilité d'une certaine manière, qui a obligé à le faire dans un cadre particulier dans lequel s'est créée cette histoire de lobby, etc. Mais une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, oui, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs en imposant une logique de boutique à celle de la gestion des États. Mais on peut attaquer ça, comme je viens de vous le dire. On peut inscrire l'État-providence dans la Constitution et dire on articule tout autour de ça et on n'en fait pas quelque chose qu'on peut faire quand la croissance le permet, en sachant que cette croissance est confisquée pour l'essentiel par le système économique tel qu'il est. Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est la rue devant l'incapacité du système parlementaire en tant que tel? Et là, on sait qu'il y a des difficultés. Le fait que, pour des raisons purement humaines, les gens essaient d'être réélus une fois qu'ils ont été élus, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas apporter des choses qui vont être considérées comme controversées ou qui iraient à l'encontre du fait d'être réélus, etc. La question de savoir si ce système, lui, permet la transition qui est nécessaire et s'il ne faut pas qu'il y ait des pressions venant de l'extérieur. Le mouvement anglais Extinction Rebellion a décidé qu'on ne réglerait pas cette question de l'extinction du genre humain autrement que par des actions de rue, par de la désobéissance civile, etc. Mon sentiment est partagé. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Il est bien possible que les gens d'Extinction Rebellion, les gens qui disent que c'est uniquement par la désobéissance civile qu'on arrivera à faire basculer le monde dans la bonne direction, ils ont peut-être raison. Voilà, donc je réponds quand même à votre question. On va encore se permettre deux questions avec des réponses rapides. On fait signe que le temps passe. Êtes-vous pour la limitation des naissances pour éviter l'explosion démographique sur base de l'exemple chinois, un seul bébé? Oui, mais là aussi c'est une bonne question. La Chine est dans l'environnement actuel. Et en particulier avec M. Trump à la tête des États-Unis, la Chine paraît être le seul grand pays qui ait une politique véritable contre l'extinction. Pourquoi est-ce que la Chine a ça? Eh bien, vous le savez, c'est parce que c'est un pays qui a été extrêmement, je veux dire, à l'avancée de tout. Qui était déjà un pays d'une densité humaine extraordinaire il y a 2500 ans. La différence entre Aristote et Confucius c'était un peu avant l'époque d'Aristote, mais Aristote, il est dans un monde de la Grèce antique, c'est-à-dire un monde qui est pratiquement désert avec des villes de 100 000 habitants maximum. Confucius, il parle dans un pays où il y a déjà une ville de 1 million d'habitants et un pays extrêmement dense. La Chine a eu des accidents essentiellement au 18e, 19e et 20e siècle. Sinon, ce système fonctionnait assez bien. Au 21e siècle, et à la fin du 20e siècle, la Chine émerge. Elle émerge et elle se donne des objectifs. De façon symbolique, elle les situe au centenaire de la création du Parti communiste en 2020, au centenaire de la Révolution en 2048, etc. Pourquoi? Parce que les dirigeants ont compris que, après tous les efforts qui ont été faits et toutes les erreurs qui ont été faites au XXe siècle en particulier, on ne peut pas proposer à la population autre chose que la survie et pas pour 3 générations qu'il faut arranger les choses. J'ai des amis qui font un voyage en Chine tous les ans depuis la révolution culturelle, et qui avait fait un tour, c'était il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, c'est toujours des tours éducatifs, la pollution en Chine. Et ils arrivent dans la ville la plus polluée de Chine et ils s'aperçoivent qu'on leur explique que non, ils arrivent trop tard parce que 5 millions d'arbres ont été plantés dans la ville depuis un certain temps. Vous avez vu que aussi, c'était en 2017, la Chine on a pu faire baisser de 20% la pollution d'un seul coup sur une année à Pékin. Comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait en envoyant la police casser les réchauds dans les maisons des gens, dans les commerces en particulier, en leur disant que la semaine suivante, des moyens de chauffage qui n'étaient pas polluants comme ils l'étaient, allaient venir. C'est pas venu pendant tout l'hiver. Les gens ont dû vivre sans chauffage. Les commerces ont dû essayer de survivre sans avoir de chauffage à leur disposition, des choses de cet ordre-là. La Chine, c'est un pays qui a été organisé, et c'est dans la perspective de Confucius, qui a fort été organisé du haut vers le bas. Il y a un certain respect de la vie familiale et des choses de cet ordre-là, mais surtout, quand les philosophes ont commencé à réfléchir en Chine ancienne, Confucius en particulier, c'était dans un système déjà très organisé autour de l'irrigation qui fonctionne. Pourquoi le système d'irrigation était tellement extraordinaire en Chine? Parce que tout le monde vit avec du riz et donc il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive partout. Il n'y a jamais eu à la tête des villes chinoises autre chose que des fonctionnaires. Nous, on a eu d'abord des descendants de guerriers, ensuite on a eu des marchands et ainsi de suite. Ça a toujours été des fonctionnaires. C'est un système qui nous paraît très dur, qui utilise maintenant la surveillance généralisée, très dur pour l'individu en fonction de l'intérêt général. La Chine va peut-être constituer l'exemple, malgré, je dirais, toutes les hésitations, toute notre réticence par rapport aux moyens souvent brutaux. On est à l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen, mais il est possible que dans un univers où les États-Unis en ce moment, depuis 2 ans, sont complètement déboussolés, où l'Europe est essentiellement, qui était traditionnellement occidentale, à la traîne des États-Unis et faisait ce que les États-Unis disent,
on voit surtout une grande léthargie, on ne voit pas beaucoup d'originalité. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce n'est pas en Europe que ça se passe, malheureusement, ça se passe en Chine ou aux États-Unis. Il est possible que nous nous retrouvions de fait à la traîne de la Chine. Pourquoi? Parce que ce serait encore le seul système qui marche véritablement. Quand l'autre jour, M. Trump a introduit l'interdiction pour les firmes américaines, même pour les Américains, d'acheter des produits de la firme chinoise Huawei, et qu'aussitôt embraye un certain nombre de firmes américaines comme Google et Apple en disant oui d'accord, la Chine réagit en disant nous allons faire une liste des entreprises non fiables comme Google et Apple, puisqu'on ne peut pas compter sur elles. En se disant le monde va suivre parce que nous savons comment le faire marcher. On le voit pour le 5G, c'est la Chine qui est en avance. La Chine produit un tel nombre d'ingénieurs chaque année que les États-Unis sont véritablement laissés sur place. Les États-Unis sont dans un désarroi total. Nous avons un président là-bas dont les politiques paraissent tout à fait incohérentes, mais elles ne sont pas incohérentes, mais elles sont justifiées par une seule chose qui n'est pas du tout, je dirais, de l'ordre du rationnel, c'est le racisme instinctif de ce président, dont toutes les décisions, qu'elles soient commerciales, militaires, sur le plan de la défense, sur le plan des relations avec l'étranger, etc., tout ça est simplement à partir de cette idée que l'homme blanc chrétien est la loi de la création et que tous les autres doivent non seulement le comprendre, mais doivent l'admettre. Ce n'est pas avec une politique comme celle-là, bien entendu, qu'on sauvera l'espèce dans son ensemble. Si nous nous retrouvons de fait à la traîne de la Chine, ce que nous pouvons apporter, c'est nos exigences quant à la survie d'une liberté individuelle par rapport à un système comme celui-là. Mais je crois qu'effectivement, dans la perspective qui est la nôtre maintenant, si l'on ne fait rien, notre génie humain va pouvoir créer un remplacement véritablement de nous par le robot, qui seront considérés par les anthropologues extraterrestres en disant cette espèce était extraordinaire, elle a compris qu'elle était condamnée, mais elle a produit ses descendants, ou bien de manière générale plus optimiste pour nous, une survie à la surface de la planète, mais il faut bien dire que l'Europe est à la traîne et que le seul pays qui a une politique délibérée et qui est ainsi, il faut bien le dire, quand on dit que la Chine est devenue un système capitaliste, non, c'est un système qui est dirigé entièrement par un parti communiste à la tête de ce pays. On nous parle souvent il va y avoir une terrible crise en Chine sur les marchés, ceci, cela, etc. Quand vous regardez la semaine suivante, les mois suivants, cette crise n'a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une réunion au sommet du Parti communiste et qu'on réagit au quart de tour. Dans le processus démocratique, on le sait, avec des parlements, la solution au problème, ça prend, quand ça réussit, ça prend énormément de temps. Une dernière question peut-être, Paul Jorion, avant de partir en groupe de travail. Pouvez-vous nous donner un geste ou une action concrète à poser dès demain qui permettrait de rétrograder de façon impactante la course droit dans le mur? Est-ce que ce geste ou cette action doit être politique et ou citoyenne? Je crois qu'elle doit être les deux, elle doit être citoyenne et politique. Je crois que notre devoir maintenant, c'est d'attirer l'attention du politique sur le fait que les solutions d'ordre collectif, pas simplement les changements de comportement individuel, ou, je dis que j'ai une formation de psychanalyste, je peux aider les gens individuellement, mais c'est à toute petite échelle à essayer de changer de conception par rapport au monde. Non, il faut que nous donnions les moyens à ceux qui peuvent le faire, que les solutions collectives dont nous avons besoin aussi soient mises en place. Et là, je m'adresse tout particulièrement, bien entendu, aux gens qui mettent déjà en œuvre les solutions individuelles, en leur disant c'est bien, c'est formidable, votre attitude est bien meilleure que ceux qui ne le font pas, mais il faut aussi que vous attirez l'attention sur le cadre lui-même, parce que le cadre lui-même doit changer. On ne peut pas simplement dire, comme je l'ai mentionné au départ, non, moi je ne veux pas entendre parler de capitalisme, etc. Et si, malheureusement, il faut poser ce genre de questions et attirer l'attention de nos dirigeants sur le fait que c'est une question de survie. C'est une question de survie qu'on passe aux solutions collectives aussi.
et qu'on ne dise pas aussi simplement oui, mais il y a que deux possibilités, le capitalisme ou le communisme de type soviétique. Non, pensons à la première moitié du XIXe siècle. Marx était lui-même, et Engels étaient eux-mêmes des socialistes à leur manière, mais ils n'étaient que représentés qu'un seul des courants des choses qu'on proposait. Et vous le savez peut-être, dans l'internationale, la fameuse internationale des travailleurs, l'organisation qui a existé, il y avait le courant qu'on appelait marxiste, les gens qui suivaient Marx, mais il y a aussi, en face de lui, il y avait le courant qu'on appelait anti-autoritaire. Et pourquoi est-ce que les adversaires de Marx avaient appelé leur courant anti-autoritaire? Bien entendu, parce qu'ils dénonçaient l'autoritarisme qu'il y avait dans la proposition de Marx et qui s'est réalisé en partie quand même dans ce qu'on appelait l'Union soviétique. Il y avait d'autres types d'approches et je crois que c'est le moment maintenant de repenser à tout ça en laissant tomber ces qualificatifs qui étaient visés uniquement à être péjoratifs. C'est dans la dernière partie du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, 1848, où il parle des autres idées. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'il appelle Sismondi socialiste petit bourgeois? Parce que Sismondi considérait que par des réformes individuelles, par des réformes comme il proposait, par exemple que les gens qui sont remplacés au travail par les machines bénéficient de ça, c'était une solution qui ne demandait pas la révolution. Donc on l'appelle petit bourgeois. Pourquoi appeler d'autres socialistes utopiques? C'est de dire nous sommes réalistes parce que le matérialisme dialectique que nous proposons est une véritable science et les autres c'est des utopies, etc. Il faut revenir à tout cela. Je crois que le germe de ce qu'on peut faire pour avoir une approche, comme on appelait à la fin des années 60, Spaceship Earth, vaisseau spatial Terre, je crois que c'est indispensable, mais ces idées sont déjà là et on peut encore en inventer de nouvelles, bien entendu. Merci beaucoup Paul Jorion, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour cet échange. J'invite le public à présent à se lever dans les librairies maintenant pour votre livre, Les vacances à Morové, ceux qui veulent prolonger la soirée avec l'ouvrage romancé donc, de Paul Jorion, Les vacances à Morové. Voilà, c'est l'histoire d'Ago, bien entendu. Merci à vous, je me tourne vers l'équipe pour la partie pratique de cette seconde partie de soirée. Alors voilà, 4 débats autour du bar. Le premier, vous allez m'aider, c'est Pierre-Louis et Vanessa qui travaillent sur un débat économie. Le second, c'est Esmeralda et Adeline qui travaillent sur un débat alimentation. Le troisième, c'est Jean-Claude et Simon qui travaillent sur un débat richesse, redistribution des richesses et justice sociale. Et alors le dernier, c'est nous, Marie et Anne, on travaille sur l'éducation. Voilà, bienvenue.